Bonjour, on va continuer cette journée qui s'annonce assez magnifique. Par la présentation, je me permets de présenter Manuel Gauza, ici présent devant nous. Enchanté, ravi de vous avoir parmi nous. Manuel Gauza, vous êtes architecte, urbaniste, fondateur de Gauza et plus Ravo Arquitectura, pardon. Enseignant-chercheur d'abord à l'école ENSAP de Barcelone, puis vous avez été également à la charge d'un programme qui s'appelle Architecture avancée et ville digitale à la Fondation Polytechnique de Catalogne. Vous êtes actuellement professeur et titulaire et directeur de l'école doctorale d'architecture de l'Université de Gênes, en Italie. Vous êtes membre fondateur de la maison d'édition Actar Éditorial, si j'ai bien compris, ACT pour activité et art pour architecture. Auparavant, vous avez été aussi rédacteur en chef de la revue Quadrant, également fondateur du groupe Metapolis qui développe de nouveaux outils de recherche pour l'architecture et le territoire. Vous avez pris part à la création de l'IAC de Barcelone qui est un petit phénomène dans le monde de l'architecture et des études d'architecture. On est très souvent ravis d'aller à Barcelone et d'aller à l'IAC voir toute cette production d'intelligence et d'innovation, notamment sur la question de la structure, les matières. Donc c'est très très intéressant. Et cette école est à Barcelone. Et vous avez été directeur de cette école pendant une période entre 2012 et 2015. Pour nous, clairement, au vu de la thématique qu'on présente à tout le monde aujourd'hui, c'est un honneur de vous avoir parce que vous rentrez exactement dans le champ lexical que nous aimerions avoir aujourd'hui. Et donc du coup, je vais vous laisser la place pour nous expliquer un peu comment vous réussissez, parce que c'est possible, de faire des transversalités entre plein de pratiques. Malgré tout, vous êtes quand même un architecte. Pour moi, depuis toujours, je pensais que l'architecture faisait partie du monde culturel. Et j'ai des grands problèmes avec le mot recherche, parce que depuis toujours, j'ai pensé aussi que l'architecture était liée à une certaine idée de recherche. Mais je vais vous expliquer que ce mot m'a toujours tracassé. Je rappelle, quand on a fondé une école, après vous l'avez verrez, je crois qu'il y a des amis communs, Felipe Pic, qui était l'un des fondateurs avec moi, nous disait Manuel, il faut faire de la recherche. Il faut faire de la recherche. Mais oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais de la recherche. Mais c'est qu'il faut faire de la recherche. C'est ce que je fais depuis toujours, je fais de la recherche. Et toi aussi, tu fais de la recherche. Parce que nous tâchons d'innover dans notre profession, nous tâchons de chercher des nouvelles... C'est non, mais moi, je parle de la recherche scientifique. Et toi, tu parles de l'exploration. Et moi, je parle de la recherche. Et moi, merde. Peut-être oui. Moi, je parle plutôt d'explorer. Et toi, peut-être, tu parles de faire de la recherche plus institutionnelle, dans le sens de recherche scientifique, doctorat, etc., etc. Pour une école qui était en train de naître, évidemment, recherche était très important. Moi, je dois dire que cette duplicité avec tous les synonymes de recherche, exploration, investigation, pourquoi pas engagement, prospection, toujours ça a été une situation un peu floue. Je me suis un peu, disons, basculé entre plusieurs de ces interprétations. Et donc, aussi sûrement, mon intervention sera aussi comme ça. Recherche est égale à exploration? Oui. Oui. S'il y a une dimension de la recherche qui est liée à la culture et à l'avancement de la culture. Moi, je suis sûr, je suis d'une génération, maintenant je commence à avoir déjà 60 ans et ça m'embête, mais je suis d'une génération très liée aux années 90 où nous avons compris qu'il y avait un changement de paradigme. Un changement dans la ville, un changement dans les territoires, un changement dans l'environnement. Il y avait des changements incroyables liés aux organisations des villes, aux géométries des villes aussi, non? À la capacité de comprendre ce qu'on avait compris comme ville, comme territoire, comme paysage, comme environnement. Mais aussi, il y avait un changement absolument incroyable lié à une nouvelle pensée qui était liée à l'avènement de l'information,
et pas seulement de l'information, mais aussi de la capacité d'interagir avec l'information. Et cette idée information-interaction, pas information, je reçois de l'information, mais information, et je suis capable de faire interagir des informations d'une façon beaucoup plus précise. De fait, tout ce que vous avez montré, c'est grâce à une certaine capacité de précision, qui avant, évidemment, était aussi la technologie, il y en a eu toujours, mais chaque fois, nous sommes plus capables d'interagir. Et donc, ça, c'était pour nous une révolution. Une révolution pensée. Mais au début, évidemment, moi aussi, nous avions 20 ans, 20 ans, 30 ans, tu étais dans des écoles qui pensaient encore au moderne, qui pensaient encore au classique, et cet avènement d'une nouvelle logique qui était liée, pas exactement à l'invention de la computation, mais à la capacité d'avoir des ordinateurs personnels, et des softwares personnels, et avoir des laptops, et avoir des Windows, et des systèmes qui étaient personnels et qui ouvraient notre regard à la capacité de regarder des multiples layers, de les faire interagir, d'avoir ça d'une façon portable, d'avoir ça comme une façon de penser à nous-mêmes, a été quelque chose d'absolument révolutionnaire. Peu à peu, évidemment, pas comme une grande éclosion à l'instant, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que les années 90, justement grâce aux premiers portables, grâce aux premiers systèmes Windows qui se mettent en place aux années 85-90, à l'avènement de cette globalisation de cette capacité d'avoir des accès à des softwares beaucoup plus personnels, il y a un nouveau monde qui commence aux années 90. Ce nouveau monde, évidemment, tout à coup, on comprend que la ville n'est plus une ville forme, mais une ville système, un système dynamique, non linéaire, un système de relations et interactions, réel et virtuel, matériel et immatériel. C'est vrai aussi qu'on comprend que la ville est quelque chose de beaucoup plus complexe, qu'elle est liée à une N-city, à une N-ville, à une N-environnement aussi. Je parle de ville, mais on pourrait parler de territoire, on pourrait parler de société. Hein, on parle de système. Non? Et tout à coup, on comprend que les conditions stables de l'architecture, les conditions qui étaient celles de l'architecture, la stabilité, non, les positions fixes, se substituent par des conditions dynamiques, évolutives, interactives. La géométrie, disons, euclidienne, les géométries fermées, donc, laissent la place à des géométries ouvertes et irrégulières, les modèles linéaires à des modèles non linéaires, l'ordre formel, compositionnel à des ordres informationnels, dispositionnels, et la notion de forme à la notion de procès. Et tout cela, qui était comme des intuitions à cette époque, bon, nous, on tâche de l'écrire, mais nous, quand je dis nous, c'est nous, hein, tout un monde, hein, Élodie, Jacques, Archilapse, des tas d'histoires qui tâchent d'explorer ce monde. On a fait un dictionnaire. Je rappelle que les mots-clés, après, le dictionnaire a des tas de mots, mais peut-être étaient dynamicité, évolutivité, complexité. C'était un monde plus complexe. On pensait que ce monde, la grande révolution était liée à cette idée de complexité, de simultanéité d'informations qui étaient capables d'interagir, diversité, la mixicité, la transversalité, l'interactivité, la réactivité. Ces mots n'étaient pas les mots du monde moderne, ni du monde postmoderne, ni du monde classique. C'était les mots d'un nouveau monde qui étaient liés à la capacité d'interagir avec l'information. Et évidemment, tout cela crée des rébellions totales dans notre capacité de comprendre l'architecture. On parle d'ordre, mais quel genre d'ordre, non? De forme, oui, il y a de la forme, mais quel genre de forme? De l'organisation, mais quel genre d'organisation? Structure, mais quel genre de structure? Géométrie, quel genre de géométrie? Il y a toute une idée de rébellion. Probablement, l'ordre n'est plus un ordre contrôleur, c'est un ordre agencé. Peut-être la forme n'est plus une forme compositionnelle, mais une seule formulative, non, ouverte. Peut-être l'organisation est une organisation beaucoup plus souple. Peut-être les structures sont des structures pas figées, mais absolument, disons, adaptables et différentielles. Les géométries sont plus des topologies, non, etc., etc. Donc tout ce monde est un monde qui mérite d'être exploré. Et toute une décade, pourrions dire, les années 90 jusqu'au 2000, c'est fait d'une idée de recherche liée à cette idée d'exploration, de capacité de cette nouvelle aventure de pensée. L'idée de composition classique, la logique linéaire, l'ordre classique, s'est substitué pendant presque tout le siècle XX par l'idée de position, logique non linéaire, néolinéale, non?
et un ordre, disons, moderne, l'idée de je compose pas un tout, mais je positionne des objets dans l'espace, avec cette idée évidemment de relativiste très liée à la modernité, mais maintenant, il y a un nouveau facteur, l'information, espace-temps, information, et l'idée de disposition comme logique non linéaire et un ordre informationnel. Et toute cette nouvelle aventure donne un autre genre de regard, un regard lointain et proche, global et local, virtuel, matériel, etc. Non, pur et impur, linéaire et non linéaire. Et toute cette nouvelle capacité, pourquoi on dit tous ces paradoxes? Parce qu'évidemment, on interagit avec des informations et quand des systèmes interagissent, ils créent aussi des paradoxes. Non, et donc, cette capacité nouvelle impure, mais ça c'est une bonne nouvelle, non? Impur, nous sommes impurs, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes bons et mauvais en même temps. La société est capable de penser elle-même d'une façon beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte, pas éclectique, mais beaucoup plus adaptable à des situations plus complexes. Hein. Et alors, tous les grands mots, non, ne faites pas ça, ce mot est défendu. Attention, il ne faut pas faire des croissances en horizontale parce que les croissances sont verticales. Un toit est un toit et un sol est un sol. Il ne faut pas regarder des BD parce que il faut regarder la discipline. Il ne faut pas parler avec des mots qui sont etc., etc., etc. Il ne faut pas écouter certaines choses qui sont vulgaires. Non, tout cela fini. Il faut regarder, il faut voir, il faut parler, il faut agir. Et ça, c'est une chose importante pour la génération de cette époque. Mais je vous dis, moi, peut-être, on s'est connus aux années 98, 2000. Nous avions cette volonté de dire, il faut voir, il faut parler, il faut dire, il faut diffuser, il faut communiquer, il faut explorer ce monde avec une recherche très liée à cette idée d'exploration. Alors, là, c'était la guerre, non? C'est-à-dire production, diffusion, transmission, communication pour air, pour terre et pour mar, non? Par air, terre, mer. Il faut faire tout pour expliquer cette nouvelle pensée, cette nouvelle logique de pensée, qui était une logique qui n'était ni la moderne, ni la classique, ni la moderne, ni la postmoderne. Elle était, comment l'appeler, logique informationnelle, logique digitale, une logique transversale, une logique complexe, une logique, on a dit avancée. Bon, on a parlé d'avancée pour dire avancée, dans ce sens aussi un peu plus d'action, d'avancement, d'anticipation, de prospection, de recherche. Et donc, c'était comme une bataille contre certaines inerties du monde académique, du monde aussi, pourquoi pas, politique, du monde de la recherche, du monde aussi des commandes, non? Du monde très lié au paradigme antérieur. Alors, bon, c'était presque une bataille, comme je dis, par terre, par mer et par air. La première grande chose, une nouvelle production. C'est une nouvelle production comme recherche. Oui, et notre regard a besoin d'un autre genre de projet, d'une autre pratique, et donc d'un autre genre de pratique pour un autre genre de pensée. Et pour nous, à cette époque, la production architecturale était recherche. Production, et bien alors, toujours la production architecturale et la recherche. Et ça, c'est une grande bataille que les architectes menons depuis longtemps, non? Un projet et recherche. Mais ce genre de projet, ce projet qui tâchait d'expliquer ce monde, était évidemment de la recherche, parce que parfois ils n'étaient pas construits, mais c'était comme des potentiels, des visions, des stratégies converties en projets, non? Des tas de projets, je n'entrerai pas, mais l'émergence d'une nouvelle logique opérationnelle et d'une nouvelle génération qui tâche de prendre les potentiels de cette nouvelle aventure culturelle et spatiale, environnementale et technologique aussi, et de les convertir en projets qui intègrent des systèmes, qui intègrent ville, architecture, environnement, société, avec des nouvelles... on a parlé ici de dispositifs, de nouveaux instruments et des nouveaux paradigmes liés à cette révolution. Évidemment, pourquoi? Ben, écoutez, c'est très simple. En 90, il y a le GIS qui apparaît. Le GIS, le SIC en anglais, des années 80. Le scan, c'est des années 93. Nous, on voit maintenant ça comme d'une façon hyper naturelle. Mais c'était des nouveaux softwares, des nouveaux softwares qui te permettaient de comprendre le territoire avec des données par couche, ou de
créer des séquences de compréhension. Photoshop, 91. Photoshop, qui est un modèle graphique, hein, pratiquement immédiatement, les architectes nous sommes capables de travailler avec des stretches, des déformations, des capacités. Donc, ces premiers software nous donnent des nouveaux instruments qui permettent de créer des nouvelles architectures, de comprendre la topologie, de comprendre que la géométrie pouvait être déformée, altérée d'une façon très claire. Les mayas, les premiers rhinos, permettent aussi de créer des nouvelles maillages qui travaillent avec des nouvelles architectures beaucoup plus souples, beaucoup moins figées, beaucoup plus liquides, si vous voulez, d'un certain côté, ou beaucoup plus adaptatives, fluctuantes d'un autre côté. Et tout cela, les architectes qui étaient intéressés, mais beaucoup, je dirais les architectes espagnols, anglais, français, américains, qui étaient intéressés, étaient en train de tâcher d'explorer toutes ces possibilités. Non? Voilà, je mets des exemples, non? Voilà, Rem Koolhaas, qui est une personne de transition hein, un peu entre le postmoderne et cette capacité nouvelle, parce que lui, il m'avait dit, mais Manuel, qu'est-ce que tu crois de mes livres? Ils sont fantastiques pour nous. Mais tu crois qu'ils sont postmodernes? Il dit, non, pas du tout. Ah oui, mais moi je crois qu'ils sont postmodernes. Non, moi je crois que non. Mais parce que lui, évidemment, il était un peu entre les deux. Non? Mais après, toutes les autres possibilités de voir toutes ces situations très liées à une certaine idée à cette époque, hein, de géométrie nouvelle, d'organisation nouvelle, de fluctuation nouvelle, d'hybridation, d'accouplement nouveau entre ville et paysage, infrastructure, territoire et architecture, etc., sont très liées à cette capacité de créer des complexités de couches, de voir des situations de séquences, etc. Non? Et aussi cette capacité de mêler, d'enchevêtrer paysage, architecture, infrastructure, architecture, ville, architecture, dans tous les sens, et avec des tas d'explorations dans ce sens. Non? Des topographies opérationnelles, l'idée de mapification, l'idée de diagramme, la capacité de voir la ville d'une façon abstraite, mais pas puriste, hein? Pas c'est l'abstraction pure qui est dépurative, l'abstraction moderne est dépurative, je laisse l'essentiel, l'abstraction avancée, l'abstraction informationnelle est compressive. Je comprime tout pour créer une abstraction d'une certaine, disons, génétique nouvelle. Non? Alors, cette idée de saut d'échelle, cette idée de couche, je n'entre pas dans les détails, et donc une première partie, une première grande époque de recherche explorative, si vous voulez, qui était l'idée de complexité et de transversalité. L'idée de complexité, l'idée de transversalité est un problème. L'exploration d'une nouvelle représentation, d'une nouvelle façon de reconnaître un monde multiliveau et multichelle. Hein. Je n'entre pas en détail, parce que je vais vous expliquer plusieurs choses, mais cette importance des massifications, des nouvelles expressions, des nouvelles patterns aussi, de nouvelles modélisations. L'idée immédiate de penser que peut-être si la ville était un système complexe et si la ville était un système hybride, un système impur avec des tas de géométrie absolument irrégulière, des situations irrégulières, peut-être ville et projet pouvaient créer des résonances et peut-être un projet d'architecture était en relation avec une autre échelle de la ville, avec un rôle dans la ville qui pouvait être lié au grand mouvement de cette ville, non? Croissance, paysage, infrastructure, vide, plein, lignes de liaison, etc. Non? Des glows, des accumulateurs comme des croissances qui étaient comme des compressions de ville, mais aussi des meshes, des networks, comme des lignes de connexion. Parfois, un projet voulait être plus un connecteur, parfois, il voulait être plus un mouvement de croissance, parfois, il voulait être un vide, parfois, il voulait être un paysage ou une topographie. Non? Donc, tout ça, bon, il y a un livre que j'ai écrit, Open Kitage, d'expliquer cette première période d'exploration avec Ville et Tal, très lié aussi à Gideon un peu, comme cette idée d'espace-temps, architecture de Gideon. C'était espace-temps, information, mais cette idée que Gideon a fantastique comme narrateur d'expliquer un monde. Gideon n'était pas un grand théoricien, moi non plus, mais nous sommes des bons narrateurs, et Voltaire non plus n'est pas un grand philosophe, mais il est un fantastique narrateur de philosophie. Et ça, c'est ce que vous aviez, non? Un bon moraliste, en fait. Non? Et alors, un deuxième moment fantastique aussi, de la capacité d'explorer une nouvelle irrégularité, une discontinuité, une nouvelle configuration, une nouvelle géométrie,
pas une forme, mais des formes qui sont des configurations, et une nouvelle approche à un certain métabolisme urbain, où le paysage aussi commence à être très important, parce que c'est le vide lié au plein, et ce n'est pas le vide qui est résiduel. Non? Des géométries nouvelles, je vais être très rapide, des fractales, des endétriques, la capacité de travailler avec plein, vide et maille en même temps. Et la capacité de penser que ça aussi dans le territoire, c'était possible, que le territoire permettait de ce patchwork, cette accumulation de fragments paradoxal, des petits fragments modernes qui tâchent d'être harmoniques ou classiques, bien qu'à la fin créent des grandes périphéries totalement absolument décontrôlées. Et la capacité de penser qu'avec des systèmes souples entre paysages, d'infrastructures de tous les degrés, de capacité de créer des densifications et des dilatations, il était possible de travailler avec ces enchevêtrements, pas seulement architecture-paysage, mais ville-paysage, où la périphérie n'était plus l'extérieur de la ville, mais de fait, la périphérie était ville aussi. Non? Plusieurs projets à cette époque. Des projets évidemment internationaux, des projets aussi locaux à Barcelone. Enfin, celui-là, c'était un projet qu'on a fait à Barcelone. Et ce projet était fait pour un moment assez fort pour nous, qui était Metapolis. Metapolis naît comme un groupe d'architectes, 20 architectes qui se mettent d'accord et qui disent nous allons faire une espèce de salon des refusés, nous allons faire une grande exposition pour expliquer, pas nous, mais les idées, les stratégies pour une ville. Non? Et donc, ce projet que je vous ai montré avant était l'un des projets. C'était mon projet, non? Évidemment, Barcelone comme une grande maille, mais il y en avait beaucoup pour dire la ville de Barcelone n'est plus cette ville, l'école de Barcelone, cette ville design, cette ville fermée, cette ville hyper dessinée, mais une ville de questions stratégiques. Je ne vais pas entrer en détail, hein, mais si Catalogne est une seule ville, et Barcelone de fait est la super Catalogne, etc. Non? Et donc, écoute, pour planifier, demande au territoire. Le livre était très, très expressif, très BD aussi. Et on voulait communiquer avec les gens, sortir de l'idée de faculté. Moi, j'étais professeur à l'école, j'étais directeur d'une revue, mais il y avait des gens qui n'étaient pas dans l'école, mais qui avaient d'autres inquiétudes culturelles. Et donc, cette idée de montrer un livre avec ça, avec des images qui n'étaient pas des illustrations, mais des stratégies visuelles. Non? Je parlais hier de la capacité de visualiser. Les architectes, nous visualisons, parfois nous illustrons nos projets, d'abord, mais ça c'est différent, ou nous visualisons une stratégie. Ça c'était des stratégies visuelles pour dire que peut-être une infrastructure peut être aussi un nouveau sol, ou pour dire qu'une infrastructure peut être générer des nouveaux paysages opérationnels, ou pour expliquer que la ville peut être aussi des montagnes, non? Peut être des paysages. Non? Et évidemment, là, c'était aussi notre faiblesse, comme je vous disais hier, parce que les collègues scientifiques, physiques, ingénieurs, nous disaient fantastique, mais là, c'est votre faiblesse, parce que quand vous avez une image, immédiatement, vous pouvez être critiqué. Si moi, je fais un rapport de numéros économiques, il n'y a pas de critique, mais une image, c'est immédiatement une espèce de choc de goût entre des gens. Non? Mais nous, on a continué à avoir ça. Évidemment, c'est un instancier où Greg Glynn commence à travailler. Greg Glynn, Marcos Novak, Carl Chu, enfin les premiers archilabs, avec les logiciels liés à une nouvelle génétique de la forme. En Espagne, en Europe, cette génétique à l'époque est plus stratégique, plus liée au local. Là, elle était plus virtuelle. Mais enfin, de toute façon, il y avait beaucoup de complicité. Archilab aussi montrait ça. Il y avait des aspects plus de stratégie, des aspects plus de génétique. Après, tout cela peut s'intégrer, mais cette idée fantastique de lier nature et logiciel et datas et environnement et tal est présente à l'époque. Cette idée aussi de comprimer la complexité dans des maps de bataille ou des diagrammes. Je parlais hier avec des collègues qui travaillent encore avec des diagrammes, avec des idéogrammes, avec des logogrammes, avec des capacités d'éléments qui peuvent se transformer d'une façon assez, assez ouverte, mais qui conservent une information stratégique, conceptuellement stratégique, qui leur permet d'avoir des lignes d'induction. Donc, le diagramme n'est pas un esquisse, n'est pas un croquis, n'est pas une forme finie, mais c'est plutôt un inducteur de capacité. Non? Évidemment, les livres à l'époque, Roman, Remkula, Sprutzmann, enfin, vous connaissez tout ça, des livres qui ont influencé cette époque. Pourquoi? Parce que l'autre grand
champ de bataille de la recherche, c'est la diffusion. Et c'est curieux qu'on parle aujourd'hui de recherche. Pour nous, recherche était diffusion. Était aussi diffusion. Production, diffusion. La recherche se fait, comme je vous disais, une recherche peut-être exploration, hein, mais la recherche se fait par la diffusion de complicité d'idées qui sont en résonance avec une idée d'exploration commune d'une nouvelle pensée. Et la diffusion était très importante. Il fallait changer la diffusion. En Espagne, il y avait évidemment déjà tout un réseau de nouvelles publications, fanzines parfois, Circo, Fisuras, Ate, qui tâchaient d'expliquer ce monde. Évidemment, moi j'étais à Quaderns, on a tâché aussi de faire ce genre d'explications, mais il y avait toute une volonté. On disait l'Hollande construit, la France parle, l'Espagne diffuse, non? C'est un peu ça, non? Nous, là, ici, vous débattez, en France, ils construisent, c'est à l'époque, hein, je dis à l'époque. Et nous, on tâchait de diffuser les autres, et nous-mêmes, non? Mais on pensait qu'on allait construire rapidement, mais les choses sont plus difficiles. Et alors, on a fait tout cela, et évidemment, le grand projet pour nous, au moins personnellement, c'était le grand dictionnaire Métapolis de l'architecture avancée, où, à partir de clés qui étaient plutôt un grand manifeste en format dictionnaire, vous voyez aussi cette déformation fantastique de Federico Soriano, non? Des paroles qui se déformaient aussi, en prenant le Larousse illustré comme grand exemple, et en créant à partir de cette espèce de perversion d'un dictionnaire qui de fait est classique totalement, parce que c'est la logique classique, de le convertir en un manifeste en format avec des mots qui étaient un peu liés à cette recherche. Je dis ça parce qu'immédiatement, on pense que ce dictionnaire, ça c'est la version espagnole, la première, doit diffondre aussi et se célébrer avec les gens. Et doit créer pas seulement des livres académiques ou des livres culturels, et pas seulement aussi des grandes manifestations, etc., mais aussi des festivals, des espaces de célébration avec les personnes. Et ça, Montpellier, bon, vous êtes aussi, comme nous, des pionniers, parce que tout le festival, les architectures vivantes, champs livres, etc., c'était aussi cette façon, pas de créer des festivals pour se faire riche. Nous, on n'avait pas l'intention de faire un sonar pour être riche. Nous, on avait l'idée de communiquer la créativité de cette époque avec un format citoyen. Et donc, la grande histoire, c'est qu'immédiatement, on pense, oui, mais il y a quelque chose que nous devons faire, c'est la transmission des idées. Et la transmission est liée à les écoles. La transmission, je ne dis pas l'éducation ici, j'ai mis transmission pour dire qu'il fallait faire de la recherche ensemble. Et là, c'est que l'idée de recherche commence à ne pas être exploration, commence à ne pas être simplement curiosité, mais aussi recherche partagée. Recherche partagée, c'est-à-dire une école qui soit capable de créer des associés de recherche. C'est-à-dire, moi, je suis ton prof, mais en même temps, je suis ton associé avec toi qui est un élève, mais qui tu veux apprendre, évidemment. Toi, tu es égoïste et tu fais très bien. Tout étudiant doit apprendre pour lui. C'est la première chose. Mancariva, comme on dit en italien, mancarebbe più. Non, mais après, cet apprentissage pour le professeur est fantastique parce qu'il apprend en même temps. S'il est capable, non pas de donner des instructions seulement, de donner des instructions, mais de s'engager dans des inductions, des questions, etc., un peu ce qu'on voit pendant ces jours. Non? Alors, on voulait créer cette nouvelle situation. Évidemment, les écoles à Barcelone étaient très figées. C'était presque impossible. Moi, j'étais un privilégié d'être dans une école, la publique, non? Mais c'était presque impossible d'entrer dans ces écoles qui, normalement, dans toutes les écoles historiques, ont, comment dire, des parrains, des papas, etc., etc., non? Et alors, oui, il y a des oppositions, etc., mais... Alors, on a pensé, d'une façon, que ces 25 architectes qui avaient été capables de créer comme une exposition, qui avaient créé comme un débat politique même, hein, etc., etc., nous pouvions faire une école nouvelle. Mais c'était très difficile. Finalement, il y a une université privée, la première qui se fait à Barcelone. Maintenant, il y en a, je dirais que 3 ou 4. Mais c'était la première école privée. Et ils nous disent, hey, vous êtes un groupe assez intéressant, venez avec nous et faites l'école d'architecture. Et on a eu beaucoup de débats, parce que cette école privée était très liée à l'Opus Dei, je dis clairement, et donc il y avait un peu, beaucoup d'entre nous venions du monde laïque,
et du monde public, et les débats, mais on a dit, bon, s'il nous laisse faire une école de zéro, c'est une aventure incroyable. Le jour où vous pourrez faire quelque chose, où vous pouvez créer quelque chose, c'est difficile de dire non, non? Et alors nous, on avait déjà toutes ces idées, non? Et on a fait cette première école, les Arts Week, avec ce groupe fondateur, où les grands mots, la grande recherche était très liée à l'idée de complexité et de dynamicité, et aussi de diversité. C'était toute une structure de gens qui n'étaient pas figés, des programmes flexibles, complexes, des trames qui se croisaient, des workshops. Et il n'y avait, à cette époque, c'était les premiers moments, il n'y avait presque pas de grandes structures figées de professeurs, etc. On pouvait le faire à l'instant. Et donc, on a tâché de profiter pour créer des invités constants, des visiting qui se croisaient en vertical, en horizontal. Enfin. Et alors, il y avait aussi une idée de rigueur, mais aussi de fraîcheur, d'innovation associée à une certaine iconoclastie. Ici, il n'y aura aucun papa qui entrera ici pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On allons faire, et si nous nous trompons, nous nous trompons. Et c'était un peu iconoclaste. Maintenant, je vois ça à 60 ans, je dis, mais c'était intéressant du point de vue. Alors, ça a été une aventure très belle. On faisait des tas de formats, de criss-crossing, enfin, vous voyez un peu les logiques d'à l'époque, de séminaires, symposiums, enfin, aussi de workshops réels, virtuels, actuels. Vous voyez les gens qui venaient, à un moment, des cinéastes, mais aussi des écrivains, des philosophes, et en même temps, Marcos Novak. C'était un moment assez intéressant. Voilà les structures qu'on utilisait, très liées à ce genre de trame un peu d'Umberto Eco. Non? Ça, c'était le programme... bon, vous voyez ici le programme croisé, et je n'entre pas trop en référence, mais il y avait cette idée de croisement assez intéressant, qui était très liée à une chose, un nouveau phénomène, je parle maintenant déjà des années 2000, qui est l'idée de croiser des données, des questions pour faire des réponses, pour créer des challenges, pour créer des propositions, ou si vous voulez, créer des data avec des objectifs stratégiques qu'on avait employé, ou on était en train d'employer dans la consultation Hyper Catalunya. Pourquoi? Parce qu'il y a un second moment, je vous ai dit, le premier moment, c'est logiciel, multicouche, multi-échelle, PC, Windows, la capacité de voir une perception. Pensez que le monde classique voyait la perception avec des yeux et un cadre et une peinture. Le monde moderne le voit avec le cinéma, pratiquement, et la capacité aérienne de planer. Planification vient de planer, et la capacité de voir une espèce statique avec un monde dynamique. Tu es figé dans un... Mais nous, déjà, ma génération, avait vu la télévision, et tu étais chez toi en train de manger, et en même temps, tu voyais un désastre horrible. Non? Nous étions capables, avec le monde des Windows, nous étions capables de voir des tas de réalités en même temps, et de les processer. De les processer. Peut-être nous n'étions pas si capables, l'homme est un peu lent, mais nous, on pensait qu'on était capable. Et donc, immédiatement, l'idée de réseau, connectivité, mixicité, explorer une organisation territoriale très liée au réseau, même pas au réseau infrastructurel, mais au réseau de tout genre, écologique, densité, infrastructure souple et infrastructure plus forte, et cette idée d'intégrer des systèmes. L'idée d'intégrer des systèmes à partir de matrices multistructurelles, Landlings, GeoUrbanities, Mesh Networks, Nets and Sets, etc., était très liée à cette exploration d'une recherche très liée à la connectivité et la mixicité. Sans abandonner la complexité et la transversalité, sans abandonner la diversité. Non? Mais pourquoi? Pourquoi ce monde commence à changer un peu? Pas à changer l'aventure qui est une aventure impersonnelle, mais pourquoi ces nouveaux intérêts pour les réseaux? Pourquoi? Quelle est la nouvelle chose qui apparaît? La nouvelle évolution de ce monde digital, informationnel qui apparaît. Qui est? Bon, ici, non? Internet. Internet. Le boom d'Internet, Internet était né aux années 70, évidemment, comme le computer aux années 50, mais l'éclosion d'Internet est aux années 2000. Et donc, cette capacité de comprendre Internet, évidemment, comme quelque chose qui nous connecte virtuellement, mais aussi comprendre nos villes et nos territoires comme des réseaux qui peuvent être connectés, y connecter paysages, densité, infrastructures, etc., etc. Non? Lignes, réseaux, etc. Alors, des tas de projets, je n'entrerai pas en détail. Et à ce moment-là, il y a cette consultation liée au territoire de Catalogne, où il n'y a pas seulement cette idée d'enchevêtrement vers densité, mais une idée d'enchevêtrer plusieurs systèmes, de les intégrer, de créer
du territoire jusqu'à des architectures qui sont des visions, une idée un peu plus complexe de cette idée de réseau. Non, le map de bataille, enfin cette capacité un peu multilayer aussi, mais cette capacité aussi de voir que ce territoire peut être lié à des réseaux de tout le genre, hein. Réseaux infrastructurels, mais aussi réseaux écologiques, etc. Je n'entre pas en détail. Et donc, cette capacité, effectivement, du boom d'Internet, du 70, l'Internet 1, qui est les premiers essais, après l'Internet des institutions, et surtout en 2000-2009, l'Internet de Web 2.0, qui est l'Internet des personnes, l'Internet of People. Mais déjà, l'Internet of Things était en train de naître, la Web 3.0, où les objets pouvaient, disons, se communiquer entre eux. Et donc, à partir de là aussi, vous voyez tout ce commencement des social networks qui commence en 2000, pratiquement à la fin de 1996, très lié aussi à l'apparition d'Internet. Et donc, nous aussi, on fait Hyper Catalunya, cette idée plus territoriale, où moi je me sentais très confortable, la vérité, c'était mon monde, je suis plutôt du monde architecture urbaine, architecture-urbanisme, mais il y a des autres collègues, des autres associés qui sont très très liés à cette capacité de travailler avec le MidLab et de travailler avec Metapolis pour créer un nouveau système d'exploration, de recherche là plus scientifique, lié avec le MIT, pour créer des microcomputers et créer une maison qui soit capable de recevoir des informations et changer elle-même dynamiquement selon les sollicitations et se faire, je ne sais pas, plus invisible quand on n'a pas besoin d'un certain espace, de changer, de dire que je peux augmenter mes prestations, etc. Bon, ça a été un désastre du point de vue de la réalité, pas du point de vue du concept, c'est un désastre parce que c'était pas encore perfectionné, parce que c'était pas encore tout à fait, la technologie ne permettait pas, mais du point de vue conceptuel, ça a été, disons, presque un prototype pour montrer les possibilités plus que vraiment une capacité. Moi, je crois que c'est bien aussi, c'est bien de risquer, et c'est bien aussi de montrer ce qu'on peut faire. Les gens en général, excepté quelques collègues qui sont toujours... les gens sont très généreux. Et quand tu leur montres et tu leur expliques ce que tu veux faire, et tu dis, bon, ça part bien, mais les gens en général, les professionnels, mais aussi personnes de la politique, de l'art, et pourquoi pas, des gens normaux, les citoyens, peuvent arriver à comprendre. Moi, je dis, c'est un désastre, je pourrais ne rien avoir dit, mais je préfère dire que ça avait été un désastre, mais en même temps, ça a été fantastique. Et cela nous permet de travailler avec le MIT et de faire une autre paquet recherche égale à une production, mais une production en réseau et une production plus prototypage, hein, une production plus liée à l'expérimentation. Et avec ça, on a la capacité à cet instant-là de fonder l'IAC en 2003, grâce à ces recherches Hyper Catalunya et MidLab, et aussi parce que nous ne nous sentions pas confortables dans l'UIC, que j'aime bien, et que c'est une école qui continue et qui est très bien, mais que, bon, nous voulions plus de liberté, disons, et donc on a pensé que c'était le moment de fonder cet institut, qui est plus lié, comme vous voyez, pas exactement à la complexité, dynamicité, diversité, mais probablement plus à l'idée de transversalité, interactivité, importante, très important, les choses interagissent entre elles, et la réactivité, la responsivité, la capacité de réagir. Donc, c'est un institut d'expérimentation, de fabrication, d'innovation, mais très lié, très lié aux matériaux surtout, à la matérialité, et à une matérialité réactive, biomatériaux, nanotechnologie, senseurs, etc., etc. Bon, ce n'est pas sûrement mon meilleur monde, dans le sens que moi, je crois qu'il faut faire ça. Ça, c'est les 5 fondateurs qui étaient là. Ça, c'était le premier programme que nous avons mis en place. Et dans ce programme, il y avait une partie d'urbanisme avancé, ou si vous voulez, de prospective urbaine, qui a disparu très rapidement. Et le moment où il est disparu, moi, je suis parti. Donc, moi aussi, je voyais que c'est une aventure un peu dramatique aussi, de démission constante. Mais voilà, ça c'était la ligne plus liée à la recherche prospective territoriale, mais il y en avait d'autres liées à la fabrication digitale, au 3D, les 3D stamping, le Fab Lab est immédiat. On voulait un grand garage, de fait, l'idée c'était de faire un grand garage, un grand espace pour se transformer constamment en espace de fabrication, mais en même temps
Et ça, c'est immédiatement le grand pari de Vicente Royal avec Neil Gershenfield, avec le MidLab, de reconvertir ce garage en un grand espace d'expérimentation très lié aux nouvelles technologies, senseurs, fabrication digitale, Fab Lab, etc. Comme moi, j'étais plus intéressé à la stratégie, puisque, pour bien dire, à la matérialité sensible, et en plus, par des raisons personnelles, comme toujours, de questions de jalousie ou d'histoire. Écoutez, nous sommes humains. Donc, j'ai laissé cet institut pendant une certaine période, mais enfin, vous voyez les choses que l'institut est capable de faire, un endroit d'expérimentation, un endroit où il ne faut pas avoir peur. C'est vrai aussi que ce n'est pas une école. Attention, ce n'est pas une école, c'est un postgraduate. C'est pour des gens qui sont licenciés, qui vont là-bas faire un master. Non, des espaces, on a vu aujourd'hui, vous avez montré ces espaces qui changent selon... ça, c'était aussi pour un Decathlon, une forme qui est capable de s'adapter aux performances, enfin, etc. Le Gland Grid et une deuxième partie de cette troisième partie qui serait pas seulement la ville-territoire et les réseaux, mais aussi la ville à l'intérieur, la capacité de se réinformer à l'intérieur, de recycler, reconnecter, renaturaliser la ville, reprogrammer la relationnalité entre les personnes, le relancement interne et la research, la recherche, mais une recherche urbaine liée à la capacité de réinventer nos villes, pas uniquement de les structurer à une multiville territoriale. Montpellier aujourd'hui, évidemment, travaille aussi avec la Grande Motte et probablement un jour avec Perpignan, mais d'une façon avec le territoire, avec Sète, etc. Vous pourriez penser à une espèce de... À Barcelone, c'était très clair, en Catalogne, c'était très clair, mais en même temps, la capacité de nous travailler vers l'intérieur et de créer cette espèce de diastole-systole. Systole, c'est à l'intérieur, se réactiver, se réinformer, diastole, la capacité de ne pas s'expandre, au contraire, mais de se articuler. Non, et donc, cette idée assez importante, qui est très lié à Gênes, parce que Gênes, c'est vrai, vous le savez, les Italiens, le recyclage, le riuso, le restauro, la réhabilitation, mais c'est pas mal, parce que c'est aussi la capacité de revoir les choses qu'ils ont, et maintenant, pas peut-être il y a 20 ans, à l'époque de Rossi, mais maintenant, la capacité de réinformer. Et donc, bon, on a travaillé beaucoup. Ça, c'est une mixte entre, justement, Genova, mon passage à Gênes, et encore Barcelone, une idée de travailler sur la réinformation de la trame Cerdà. Je n'entrerai pas avec les super îles et la capacité de limiter le trafic. On a travaillé avec l'agence d'écologie urbaine qui est lidérée par Salvador Rueda, qui est un maître à Barcelone du trafic et de l'écologie. Et bon, lui, il avait cette idée qu'il traîne depuis des années, de dire qu'on pouvait parfaitement à Barcelone limiter le trafic à 3 par 3 îles et récupérer les espaces intérieurs péatonnalement. Parce que la grille de Barcelone est si grande que le trafic est parfaitement limitable, parce qu'il fonctionne parfaitement. Ça déjà, il faut dire que Le Corbusier l'avait déjà vu, vous voyez là, dans cette croquise pour Barcelone. Non, alors, nous, on a pensé parfait, très bien, Salvador, mais on pourrait faire encore mieux et dire que de ces lignes que tu récupères, elles ne sont pas péatonales, mais quelques-unes sont des paysages linéaux, des paysages nouveaux, hein, des paysages verts, mais des paysages aussi artificiels, des paysages mais qui créent comme une trame voilà, non, de nouvelles situations, de rues qui n'ont plus de trafic, donc qui peuvent se convertir en de nouvelles situations, et donc éphémères, non éphémères, changeables, transformables, et donc à une espèce de multi-central park discontinu, parce que Barcelone n'a pas de parc, n'a pas de grand parc, mais avec cette idée, on pouvait créer une espèce de multi-string central park, où la proximité de ces strings permettait de créer un parc par proximité. Il y a certaines villes qui sont strings. Paris, par exemple, est une ville string. Il est d'autres choses, évidemment. Barcelone aussi est une ville radiale, mais elle est aussi string. Et donc ça, c'est une grande chance, parce que la proximité de ces lignes permet de créer des grands passages, comme quand vous êtes à Paris, entre, je sais pas, vous allez du Rivoli à la Seine, tu permets de créer des grandes lignes
Et donc, analyse et synthèse en même temps, une idée de recherche liée à la réinformation, mais aussi à la prospection stratégique. Non? Et là, moi, je me sens confortable. L'idée que cette idée d'exploration culturelle devient maintenant pour nous, pour une partie de nous, parce que vous voyez que la recherche, c'est beaucoup de choses, mais pour moi, personnellement, prospection territoriale, urbaine, la capacité d'anticiper des possibilités pour le futur, ce projet n'a pas été réalisé tel quel à Barcelone, mais il est réalisé avec, avec un autre système qui n'est pas de lignes, mais des plots, enfin, je sais pas, comment on dit, des blocs. Hein. Donc ça a servi pour consciencier, pour dire « hey, c'est possible », et après, l'administration le fait d'une autre façon, mais l'inducteur est ce genre de problème. Alors la prospection, à quoi servait-elle? À montrer des potentiels, qui après évidemment, la réalité les change ou les diminue ou les transforme, mais montrer des potentiels. C'est comme des batailles où tu ne peux pas contrôler absolument tout. Une bataille est absolument un système dynamique absolument inattendu, mais tu peux orienter les forces. Après, certains bataillons seront meilleurs que d'autres, etc. etc. Non? Et là, c'est ce que nous faisons surtout à Gênes. Nous travaillons avec cette idée de diversité, de transversalité et une idée très multi-échelle de recherche et d'interaction entre systèmes, d'intégrer des systèmes avec une approche holistique. Depuis le territoire jusqu'à le design plus projectuel. On arrive presque dans mon cours, jamais jusqu'à un niveau de détail 1.1, mais à un niveau de détail de pré-projet, mais de pré-projet lié aussi à toute lié à certaines échelles territoriales, urbaines, etc. Non? Je n'entre pas en détail, enfin, là, vous voyez des diagrammes de territoire, la capacité de créer des diversités, des exemples divers de comment travailler avec certaines situations qui sont territoriales, qui sont en même temps urbaines, et qu'à la fin deviennent des concrétions de points, de relais pour ces projets. Non? Par exemple ici, une autre liée à la capacité de voir toutes les rades. Je vais rapide. Ou là, par exemple, des mailles, ça c'est la Valpolceve, là où il y a eu le pont qui est tombé. Je ne sais pas comment faire pour signaler. Enfin, comment? Un point rond. Rouge, il n'y en a pas. Ah oui. Bon, ça fait rien. Merci. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Okay? Et bon, vous voyez un peu, non? Les transformations des diagrammes en réseau, des réseaux en réalistes, chaque fois plus la capacité de travailler avec des planimétries, des schémas, des diagrammes, des idéogrammes et montrer aux étudiants quelles différences sont. C'est des différences pratiquement d'information, mais pas de stratégie, chacune en les mêmes. Cette année, on a travaillé beaucoup avec, évidemment, la Valpolceve, avec le pont qui est tombé, avec toute la capacité de travailler la vallée comme un nouveau potentiel pour créer une nouvelle polarité. Les fleuves méditerranéens, les rivières méditerranéennes, normalement, sont latérales, normalement. Hein. Elles sont latérales parce que nous avons le port, nous avons la côte, on n'a pas besoin de la rivière, disons, on n'a pas de port, non? Et donc, normalement, elles sont latérales, et ça a été pendant longtemps à Barcelone, à Marseille, à Nice, c'est des espaces de périphérie pour où tu mets les industries, où tu mets tout. Non? Maintenant, avec la capacité métropolitaine, elle commence à être des grands attracteurs polaires, et ça, c'est la capacité de changer un peu et de créer un peu des enchevêtrements territoriaux. On a travaillé avec ça, avec une nouvelle idée holistique de toute la vallée, comme une vallée entrecroisée qui permet de se mailler. Je n'entre pas en détail, on a fait des livres, on a travaillé aussi avec l'agriculture, on n'entre pas trop, il faut finir, je crois. Mais je ne sais pas, c'est que... Non, j'ai encore un peu de temps. Et donc, voilà, l'agriculture, je vous montre des projets, aussi la capacité de mettre, la capacité de mettre aussi le travail avec les applications. Je veux aller directement... Bon. Et là, évidemment, dans un territoire comme Gênes ou comme la Méditerranée, Barcelone, ça c'est le territoire de Catalogne, ça c'est le territoire génois. Vous voyez, j'aurais pu le faire le même pour la Côte d'Azur. Les torrents,
la capacité de travailler mer-montagne, et donc un problème, évidemment, où il y a la pluie, il y a les ruisseaux, il y a et donc à Gênes, c'est dramatique, chaque année, il y a des inondations, etc. Et travailler beaucoup avec le changement climatique, la résilience. On en a travaillé, on a fait des conventions, de fait, cette idée aussi de unir Sense City, capacité de sensorisation de la ville, avec la capacité résiliente. Non? De fait, on a fait un grand symposium international lié à cette recherche CAO où Montpellier était présente avec, surtout Métropole du Sud, mais enfin, où il y avait qu'est-ce que c'est l'architecture, l'urbanisme avancé aujourd'hui, et Montpellier travaillait surtout avec le patrimoine et la ville et les personnes, l'IAC avec la technologie et les espaces publics, et nous avec la résilience et le paysage, mais une résilience liée aussi à les nouvelles technologies, à la capacité de travailler. Je n'entre pas en détail, mais là c'était déjà un grand endroit de recherche pour voir qu'est-ce que ça veut dire urbanisme avancé, probablement cette idée d'information et d'interaction avec les industries, avec... Donc, recherche aussi comme anticipation et comme innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a un quatrième step dans ce monde de cette aventure fantastique, avancée, digitale, transversale, informationnelle, qui est au-delà de postmodernité. Cette idée qu'il y a des nouvelles évolutions, qui ne sont pas seulement le portable, les softwares, mais qui ne sont pas non plus seulement l'Internet, mais... Quoi? Qu'est-ce que la nouvelle... Quoi? Les? Bon, ça c'est la nouvelle. Hein. Non, avant il y a les portables, la capacité d'avoir des smartphones, des situations de sensorisation très liées aussi à la capacité de sensoriser la ville, mais aussi à la capacité avec ton device, ton portable, avec les apps, de pouvoir interagir. Non? Et donc, il y a un premier moment, quand je rentre de nouveau à l'IAC, parce qu'il m'appelle, « Hey, tu dois revenir comme Dean », je vois qu'il y a un monde qui a changé. Depuis que j'étais parti, où j'étais intéressé à le monde des réseaux, des prospectives et tal, c'est vrai qu'à l'époque, je reviens en 2012, et c'est les smart cities, bon, smart cities, je n'aime pas, mais enfin, les villes intelligentes, la capacité de sensoriser les villes, la capacité d'interagir avec l'environnement d'une façon réactive, en prenant des datas, et en les transformant en des processus vraiment performatifs, et en travaillant aussi avec des nouveaux instruments de réaction, de réactivité. Parce qu'évidemment, depuis que j'étais parti en 2001, ça c'était les portables, et je reviens en 2012 avec des nouvelles situations très liées à ça. Non? Alors, évidemment, le saut d'Internet aussi incroyable. Et donc, toute cette, je n'entre pas, mais aussi, enfin, toutes les sociales, toute une évolution de la diffusion, toute une diffusion de la communication, toute une diffusion... Après, on pourra être critique, on en parlait, et sûrement dans les questions, ça serait intéressant, de voir une certaine fascination personnelle à l'époque, enthousiaste, et maintenant un peu de critique sur certaines choses. Non? Mais, de toute façon, intéressant de voir la Arduino, non? Qui s'invente en 2005, Apple iPhone en 2007, l'Amazon qui prend des services, le cloud, non? En 2006, les grandes datas, à partir de 2000 à 2010, les big data, les open source, et donc Grasshopper, non? Par exemple, Grasshopper en 2007, la capacité de travailler avec des possibilités de réaction qui ne sont pas si intuitives, mais vraiment algorithmiques, paramétriques, et donc beaucoup plus liées non seulement à la forme modelée, mais aussi à la capacité de réagir avec ces petits Arduino, etc., à certaines situations. Après, la capacité plus sophistiquée de mapification, beaucoup plus liée aux apps, à la capacité de voir des datas, non? Et donc cette nouvelle situation de Smart Cities. Et aussi une situation qui, d'une façon prospective, pourrait donner à penser que nous sommes capables, chaque fois plus, de changer nos espaces par une espèce de comment dire, d'interaction entre nos devices et l'espace. Alors ça, c'est un peu de l'anticipation, parce que c'est pas encore exactement comme ça, bien qu'il y a déjà des espaces publics à Copenhague, enfin, même en France, Technilium tâche de faire des choses avec
où il y a une certaine réactivité, non, entre citoyens et illumination, etc. Non. Pensez que dans le futur, immédiatement, avec des tablettes, avec des devices, etc., on pourra changer certains aspects, certaines situations liées à nos villes, comment faire que nos villes, nos environnements, et pas uniquement les villes, mais la nature aussi, devient une espèce comment dire, d'échangeur d'action entre nous. Alors, ça nous donne la quatrième et dernière partie de mon intervention, qui serait la partie des people. La première, c'est presque géométrie, si vous voulez, ou mapification. La deuxième est plus liée à la connectivité. La troisième est plus liée à la capacité de réinformer les choses. La quatrième est plus liée à l'interaction avec l'environnement, avec des données, avec des indicateurs et avec la capacité de les optimiser, optimisation. Et maintenant, il y a une dernière, et tu parlais d'intelligence artificielle, et je suis tout à fait d'accord, qui est l'intelligence artificielle, mais aussi une certaine intelligence collective. C'est une intelligence artificielle de la matière, mais aussi entre nous, qui sommes matière, et qui arrivions à avoir une intelligence artificielle un peu collective. Moi, j'ai toujours été très individuel, probablement je suis un chevalier des années du XVe siècle. Donc, évidemment, je dis ça parce que je crois qu'il faut faire ça. Après, je me trouve avec des troubles mentaux parce que cette idée de collectif, comme moi je suis un individu avec mon cheval, ça me gêne un peu. Mais il faut dire que c'est très intéressant de penser qu'entre nous, nous pourrons changer, pas une intelligence fixée, mais au contraire, une intelligence qui changera pour créer des actions. Non, un monde empathique, expériential, une nouvelle... et là, la parole, c'est interactivité, pas interaction, mais interactivité et communauté. Non, et donc l'idée du social. Mais l'idée sociale, et là c'était la grande chose entre Montpellier, Elodie, Jacques et moi, et contre IAC, c'était que nous défendions qu'il n'y avait pas uniquement la technologie, il n'y avait pas tout ce que je veux, uniquement que apps, Internet, et mais qu'il y avait une pensée qui était avancée, interactive, informationnelle, mais qui pouvait se faire avec rien. La pensée avait changé. Ce n'était pas la pensée moderne, ce n'était pas la pensée classique, ce n'était pas la pensée postmoderne, c'était une pensée nouvelle d'interaction, de relationnabilité, non, d'agencement de choses, de créer des informations, les synthétiser pour faire. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir des technologies. La pensée, là, et la pensée est une nouvelle pensée beaucoup plus liée aussi à cette impureté, à cette capacité de travailler avec des situations performatives très directes, actions directes. Et moi, personnellement, comme vous, nous sommes très liés à cette poésie sociale, mais aussi, pas poésie simplement, mais aussi à la capacité de réinformer les choses avec des instruments qui parfois ne sont pas hyper technologiques, mais qui parlent de fait d'un monde qui a changé à partir du monde digital. Non. Alors, beaucoup de choses, Boa, Mistura, enfin, vous voyez des tas de projets qui seraient liés à ces logiques, non. Reprendre, on parlait l'autre jour aussi avec, je ne sais pas, je ne la vois pas ici, mais de Venezuela, de Colombie, et on parlait aussi de Madrid, de nouvelles collectivités, la capacité de travailler avec la couleur, avec tal, mais pas comme esthétique, attention, ça serait la vision classique, pas comme, comment dire, rédemption, ça serait la moderne, non, pas comme éclecticisme calligraphique, la postmoderne, mais comme une stratégie informationnelle et en même temps expressive, non, une expression d'un nouveau monde. Mais aussi des jeux avec la capacité de créer des nouveaux dispositifs. Et tout cela, vous dites, c'est avancé. Oui, c'est absolument avancé. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de technologie ici. Évidemment que peut-être tu pourras mettre un senseur ici et avoir une interaction, ça sera mieux. Non, dans le sens plus interactif et plus dynamique et plus réactif. Mais il y a déjà toute une réaction qui se crée entre ces dispositifs et les gens. Non. Évidemment, toute la logique de l'agriculture urbaine, les jeux comme capacité d'interaction. Écoutez, nous sommes tous amis de Martin Carr et Topotech. Un exemple de partage, pas participatoire, assembléaire, mais de mettre les gens ensemble et de leur dire waouh, on va créer une nouvelle réaction collective. Non. Les super-îles, là, ça c'est la transformation de ce que je vous disais à Barcelone, des lignes qu'on avait inventées, à cette idée de super-île là. Ça c'est la première qui s'est créée, qui est très liée à cette participation, mais aussi à des choses un peu
disons, éphémère, parce qu'elle n'est pas finie. Les premiers îlots seront comme des preuves essais, pour après avoir un design fini. Donc, cette idée aussi de faire des preuves essais et de voir des réactions des gens. À Gênes, on fait beaucoup de choses de ce genre. Il y a tout un monde lié au social design, surtout de ma collègue Raffaella Fagnoni, très lié à ça, à la capacité d'unir ça à la capacité de revitaliser des espaces abandonnés. Il y en a beaucoup à Gênes, et donc de les revitaliser à partir des actions performatives, de conscienciation, de provocation parfois, reagente, prefabrication, par exemple la mafia, tous les locaux qui étaient pris à la mafia, de les pas clôturer, mais de les remettre en réseau. Il y a une idée de réseau aussi. Et à Gênes, il n'y a pas tellement de mafia, apparemment. C'est pas... Si, il y a partout la corruption. L'idée de super elevata, de recycler la super elevata, de la convertir en une autre chose. Nous, on a travaillé avec Montpellier aussi à la Gaboglio, un grand espace abandonné que les citoyens demandaient, réclamaient, et la capacité de s'infiltrer là et créer comme des installations infirmières qui donnent une idée de provocation, mais des installations qui réagissent avec le patrimoine, qui réagissent aussi avec des données, dans ce cas, avec des matériaux de recyclage, etc. Non? Vous voyez un peu ça. Et le FAB, pour nous, ça a été aussi une occasion, évidemment, de travailler avec cette idée de s'infiltrer dans un patrimoine, de ne pas s'infiltrer pour le transformer, comme serait la logique moderne, ou le conserver, comme serait la logique classique, ou le réinterpréter comme la postmoderne, non, un peu, mais de le réinformer, de mettre une nouvelle information qui résonne avec elle, mais est autonome. Alors on a pensé avec ces idées de masques qui étaient des interfaces, où chaque masque parlait d'une espèce de senseur qui te liait à chacune était égale, cette idée générique, mais en même temps, elle parlait de chaque masque parlait d'un monde personnel, et avec ton app, tu avais une application et tu pouvais interagir avec chaque masque en voyant que chaque masque était personnalisé par les étudiants. Les étudiants aussi parlaient. Moi-même, je parlais, et en même temps, il y avait quelque chose aussi de générique qui est aussi le danger d'une certaine homogénéisation du monde de l'information et la communication. Parce que moi, au début des années 90, on avait pensé que tout cela nous allait nous libérer absolument, mais j'imagine les modernes aussi pensaient que tout. Et à chaque fois, tu vois aussi des contradictions avec... Donc, merci pour cette invitation. Et nous aussi, on a fait d'autres choses à Gênes, des Barnum, des situations d'interaction avec les enfants de façon très, très simple. Parce que, et pour finir, la dernière, on a vu A, production, B, diffusion, C, transmission, D, communication comme recherche. Communication, célébration comme recherche. Une autre pensée a besoin d'un autre genre d'échange et une autre coparticipation. Et pour moi, ça, c'est très important. Dans tous les grands moments de révolution des idées, il y a eu la fête. La fête est un problème. La fête, il faut faire des... Mais pas la fête, je vais prendre des mojitos, ça. Vous êtes parfaitement capables, tous nous faisons des fêtes chez nous, et des guateques, c'est ce que là. Non, la grande fête comme célébration des idées, comme transmission des idées avec des formats qui étaient des formats architecturalisé, mais pas architectural, non où tu pouvais prendre des pièces de théâtre, mais pourquoi pas des carnavals, ou des musiques, ou des théâtres, ça, vous le savez, à l'époque moderne, entre la Bauhaus et les artistes, mais aussi à l'époque baroque, et aussi aujourd'hui. Et tu as parlé hier de Burmeister Fuller, effectivement, il a dit, Burmeister Fuller, ingénieur incroyable, hyper physique, etc., mais il était capable de danser avec... exactement, et de faire une performance, mais pas parce qu'il voulait danser, et il voulait être, mais parce qu'il pouvait communiquer des nouvelles idées avec un format qui était celui de Marshall Cunningham, qui était un danseur qui était en train de communiquer. Et donc aussi, ben, on voit là les hymnes, on voit là... voilà, exactement. Et donc, toute cette capacité fantastique. Alors, nous finissons toujours l'année avec des workshops un peu comme ça, plus exploratifs, pour que les étudiants un peu expliquent leur projet, mais avec un format beaucoup plus célébratif qui puisse s'ouvrir à la ville. Non? Et de fait, cette idée de célébrer les idées, évidemment, certains d'entre eux sont timides, ne sont pas acteurs, moi non plus, hein, je ne suis pas...
on peut tâcher de célébrer les idées ensemble avec des formats. Hier, on parlait de BD, ou de téléromances, ou des films, ou de... Je sais pas, non? Mais l'important, c'est cette idée célébrative, non? Je crois que le Fave, par exemple, est une grande idée célébrative, où l'architecture célèbre sa créativité, mais la met dans la ville. Et à Madrid aussi, ils ont compris parfaitement ça. Les joyaux collectifs font aussi, pas uniquement de guérilla urbana, mais font aussi de la célébration. Et je crois que tout cela pour dire, et ça je crois que c'est la fin, que nous sommes dans un temps d'exploration, évidemment, de recherche, mais l'architecture doit être surtout une grande aventure culturelle. Nous ne sommes plus dans le monde des listes de grandes vedettes. Les listes de noms, c'est la mode. Mais ça, ce n'est pas la culture architecturale. La mode, c'est très bien. Dis-moi les grands architectes, je te fais la liste. Non? Mais ça, ce n'est pas culture. La culture, c'est recherche partagée. C'est recherche partagée avec tous les mots que veut dire recherche, exploration, diffusion, complicité, curiosité, expérimentation, induction, prospection, tous ces mots sont recherche. Mais pourquoi? Pour créer une culture qui puisse nous être, comment dire, compréhensible pour les citoyens. Parce que sinon, les architectes sont des firmes ou sont simplement des services. Non, les architectes, nous avons la capacité de créer une nouvelle culture de notre temps et de la faire transmettre. Pourquoi? Pour créer un nouveau espace meilleur pour les gens, pour leur donner une certaine idée d'habitat qui soit meilleur. C'est ce qu'on nous réclame, parce que sinon on n'a pas besoin de nous. Il y a des publicitaires qui le font très bien, les géographes aussi, etc. Mais la capacité, comme tu disais, de synthétiser pour créer des visions et dire « Waouh, je peux être meilleur, moi-même et mon espace ». Mais pas meilleur parce que tu es un grand artiste, etc., mais parce que je réponds à ce que... pas aux exigences de mon temps, mais de fait aux illusions de mon temps. Ça, c'est très important. Il y avait un grand philosophe, je disais hier, qui disait il y a des choses qui nous permettent de vivre, qui sont nécessaires pour vivre, et d'autres qui nous donnent l'envie de vivre. Et moi, je crois que pendant longtemps, l'architecture a dû faire des espaces pour permettre de vivre, mais aussi pour donner l'envie de vivre. Le moment où tu n'as plus cette double situation, tu es un peu isolé. Tout cela, c'est un peu cette recherche que je vous disais, l'idée, l'exploration de complexité, transversalité, régularité, discontinuité, la connectivité, mixicité liée au réseau, l'interaction adaptabilité liée aux apps, aux big data, à l'optimisation. Et maintenant, cette idée d'interactivité, de communauté nouvelle, très liée aussi à une nouvelle idée de logique artificielle, d'intelligence artificielle qui, honnêtement, je n'ai pas pu montrer, et honnêtement encore, je n'ai pas, mais qui est très liée à la nouvelle capacité réactive des matériaux et des personnes. Non? Tout cela aussi comme une idée, si le siècle XX était au début plus historique et compositionnel, après plus moderne, et après plus postmoderne, après tout cette... Wow! Cette révolution hyper rapide et accélérée de l'époque informationnelle, où chaque instant, et l'intelligence artificielle donnera des nouveaux, la post-humanité aussi, enfin... mais je crois qu'elle fait partie de tout ce monde informationnel. Il faut travailler en réseau, il faut travailler en complicité, il faut travailler comme vous travaillez, comme vous tâchez, comme nous tâchons de le faire, évidemment, en comprenant les systèmes, en faisant des recherches européennes, tout cela, je n'entre pas, on l'a expliqué, moi j'ai voulu donner une autre approche, évidemment, nous le faisons, nous sommes aussi assez sérieux. Le doctorat de Gênes est celui-là, des voix qui se croisent et des idées de surtout explorer la contemporanéité, les nouveaux challenges de cette idée, très liés au social, mais aussi au territorial et aussi à des nouvelles théories contemporaines. Quatre grands champs de travail, le territoire, disons, les nouvelles politiques et stratégies territoriales, la théorie du projet contemporain, les nouvelles technologies et aussi les nouveaux systèmes très liés à l'environnemental, et la dernière, les nouvelles modes d'expression. Et ça, c'est les lignes de recherche, les filières, je ne sais pas comment on dit en français, les filières, où on peut trouver, je ne sais pas, Mednet, Lacoste, Reciting, nouveaux habitats, etc. etc. Non, par exemple, Marine Pierson, probablement est lié aux nouveaux espaces publics, etc. Mais ce n'est pas important, et c'est important aussi, non? Moi, je crois, pour finir, et ça c'est qu'aujourd'hui et hier aussi, on a vu
des gens qui pensaient que la recherche, et je suis d'accord, est très liée aux nouvelles technologies, aux challenges des nouvelles technologies et des data processing, une idée d'une nouvelle innovation dans la reconnaissance de notre monde, process and records, et une idée plutôt d'interprétation. Là, les outputs seraient très liés à une idée d'appliquer ces nouvelles technologies. Moi, je crois aussi, et ça c'est une ligne probablement plus proche, je crois aussi, et j'aime aussi penser que la recherche est très liée à une nouvelle idée de stratégie, d'innovation stratégique, pas innovation de la reconnaissance, mais innovation de la stratégie, et donc pas uniquement interprétation, mais intégration de systèmes, et l'idée d'une certaine idée de capacité d'explorer l'urbain et l'environnemental en même temps. Et en même temps, il y a aussi cette importance du social, du collectif, une idée d'innovation médiatrice, mediating, et l'idée de créer pas uniquement d'interprétation et d'intégration, mais de l'interaction avec des actions, des opérations, etc. Et de tout cela, on en a parlé. Hier, beaucoup de vous puissiez plus la partie sociale ou la partie plus stratégique ou la partie, pourquoi pas, des nouvelles technologies, mais tout cela, de fait, est lié à l'exploration ou la recherche qui est aujourd'hui en cours. Peut-être, moi, je me sens plus proche de celle-là, pas au niveau personnel, parce que c'est plus facile pour moi, la deuxième et la troisième, et la première, elle est encore plus difficile, d'autres non, et je crois qu'il faut respecter, non seulement respecter, mais alenter tout cela d'une façon très claire. Donc, recherche et plus architecture, prospection par espace, ou projection espace, et un projet innovant pour un espace habitat meilleur. Ça, c'est ce que je crois que la société nous réclame. Travailler pour un espace habitat meilleur, dans notre propre temps. Voilà. Nous ne faisons pas des bâtiments seulement, nous ne faisons pas des maisons, nous ne faisons pas non plus simplement des urbanisations. Nous travaillons avec un espace et un habitat qui soit meilleur dans tous les sens. Et ça, ce serait notre chance. La dernière image, un grand ami de ce conseil scientifique que je vous disais, où j'étais le vice-président, lui, il était le président, et il était aussi un membre important du gouvernement. Et il nous a apporté ce diagramme un jour. Non, voilà, c'est ce que nous faisons ici. La Catalogne et aussi le Conseil à ça, non? Les quatre grands, il faut travailler avec l'eau, avec l'énergie, avec la matière, avec le food and wellness. Ce sont les grands cycles liés à la terre, à l'eau, au feu et à la santé. Et après, il y a l'économie et l'équilibre social, la cohésion, l'accessibilité, la biodiversité, la complexité, mixicité. Tout cela, ça serait le monde environnemental aujourd'hui. Une qualité de l'espace urbain, tout cela, c'est très bien, très beau. Mais tu manques ça. Si tu n'as pas de la créativité, tout ça, c'est rien. C'est rien parce que tu peux avoir un quartier fantastique à Fribourg où tu as tout cela, mais s'il n'y a pas de créativité, et la créativité, c'est la dernière donnée, c'est celle qui nous permet d'innover pour être meilleur. C'est-à-dire, c'est la capacité de travailler un vecteur, inducteur pour le futur. Ils étaient très, mes collègues, perplexes. Ils disaient non, la créativité, c'est pas scientifique. Et quand je leur expliquais ça, c'est une donnée culturelle, mais pas scientifique. Tout l'autre, oui, c'est datable, disons mesurable. La créativité n'est pas mesurable, comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas de l'innovation et de la créativité, vous n'aurez pas un développement soutenable. Parce que soutenable veut dire être capable de progresser et non pas simplement de... À la fin de discussions énormes, ils ont accepté qu'effectivement, oui, que la capacité d'innover, d'être créatif et d'imaginer des mondes meilleurs, et sinon, elle n'était pas mesurable, et elle était subjective, elle était vraie que c'était un paramètre important pour une qualité d'un développement plus soutenable et plus environnementalement bon. Et moi, je dirais aussi d'une culture de pays meilleure. Non? Et avec ça, je finis. Merci. Merci beaucoup. C'est plutôt... il y a quand même une créativité prolifique. Tout ça dans un même homme. En tout cas, on voulait vous remercier parce que c'était vraiment une analyse extrêmement précise sur le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, si on peut l'appeler, ou celui qui va être celui de demain. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Je pense qu'ils ont aimé cette idée de l'engouement que vous avez aussi
donner ou faire passer, à donner un savoir ou à transmettre, comme vous avez dit tout à l'heure. Je pense que c'est une belle leçon aussi de structuration des choses, en disant que si on ne sait pas ce qui se passe, ce qui s'est passé hier, et qu'on n'analyse pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas anticiper les choses de demain. Ça, c'est une filiation que les architectes savent faire plus ou moins bien, s'ils n'ont pas abandonné cette notion de projet et d'architecture aussi. L'idée aussi que nous sommes plus renfermés dans l'objet architectural en tant que tel, mais que nous avons une pensée avec l'entrelacement justement des pensées, pas que métriques, mais aussi sur la globalité du social, de la technologie et toutes les pensées qu'on peut avoir sur le projet. Donc il y a une espèce de travail comme ça, d'ouverture extrêmement importante, voire illimitée, en somme. C'est ce qui est un peu, à mon avis, la problématique aussi de pouvoir raconter les choses peut-être dans un temps limité, parce qu'il y a trop de choses à raconter. Moi, en tout cas, je voulais vous remercier. Je trouve que la question que je retiens en partie, c'est que la recherche est vaste. Il faut se donner une méthode, un regard, une vision, ce que vous disiez hier. Mais ce que je trouve aussi dans votre exposé, ce qui est très intéressant, c'est la question de la réinformation, ou alors de devoir, par notre métier, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un prétexte pour renseigner l'homme dans le monde où il est aujourd'hui, où il sera demain. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'homme ne s'habitue pas à son monde, et qu'on est soit dans une espèce d'ancrage limité, avec des pensées limitées, ou soit justement dans l'inverse, l'extrême, que vous nous montrez, où on peut avoir un champ illimité et tout est possible. Et ça, je trouve que montrer ça à des étudiants ou même à des jeunes architectes qui sont en cours de formation ou encore en cours d'évolution dans leur pensée, ça donne vraiment une bonne, grosse envie de sortir d'ici, d'aller dans les ateliers, de produire des projets et de se dire tout est possible à l'échelle de l'homme, dans son territoire et dans les données qu'on a aujourd'hui en notre possession et qu'on aura probablement demain. Donc je voulais vraiment vous remercier, parce que c'est vraiment une belle leçon de ce qu'est potentiellement le savoir, donc la recherche, la question de la recherche, et puis le faire, parce qu'on a vu que c'est possible et qu'on sait faire, donc c'est la question de la pratique. La recherche est pratique, savoir et faire. Merci Manuel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est juste une petite remarque à la fin. Moi, le mot qui me plaît beaucoup ici, c'est créativité. On voit ici. Je pense que c'est essentiel dans nos métiers. Et je parle en tant que chercheur. Et c'est, je pense, une des plus grandes difficultés, moi, que j'ai, d'arriver à transmettre ça aux étudiants. Et comment vous arrivez à le réaliser, hormis votre fort engouement et votre fort enthousiasme pour le faire? Je crois que tous nous avons, avec les étudiants, je vais vous dire, je suis un peu, il y a deux écoles de professeurs probablement, le professeur instructeur et le professeur séducteur. Le professeur instructeur donne beaucoup de facilité aux étudiants, tu dois faire ça comme je veux, et tu le fais, et ça y est. L'autre doit non pas seulement les séduire, je ne sais pas séduire, hein, mais leur faire extraire ce qu'ils veulent dire et ne savent pas comment dire. Parce que tout le monde, architecte évidemment, et même c'est-à-dire d'autres professions liées à l'espace, ingénieurs, géographes, les gens qui devront d'une certaine façon interpréter notre monde, la science de notre monde aussi, hein, et aussi être capable de leur donner une orientation pratique, réelle, et aussi... Alors, je crois que chaque étudiant, indépendamment s'il est d'accord ou non et tout cela, même je vais vous dire, moi je suis convaincu, évidemment, j'écris des livres, etc., mais il y a des gens qui ne sont pas tout à fait convaincus que ce soit vrai, que nous sommes encore... il y a beaucoup de gens qui défendent que nous sommes encore à une postmodernité allongée, que de fait les technologies, etc. Mais ça ne fait rien. Les étudiants, chacun doit pouvoir exprimer ce qu'il veut de la façon la plus, comment dire, libre et sans peur.
Et quand je leur dis, et surtout à l'IAC, c'est possible, mais à Gênes aussi, à Gênes, les étudiants sont si habitués à une certaine idée de paternalité obligée des profs que c'est plus difficile, mais à l'IAC, non. C'est l'endroit où vous perdez la peur. Perdez la peur, si vous avez un échec, c'est pas possible. Moi, j'ai fait des tas d'échecs, je vous ai montré des tas d'échecs, le dictionnaire, non, ça n'a pas été un échec. Mais l'important, c'est tâcher de faire. Tâcher de faire avec toute ta créativité, dans le sens, ta volonté, ton intensité et ta sincérité. Non? Après, c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'à Gênes, par exemple, on travaille en groupe de 3 à 4, parce que sinon ça serait impossible, 60 étudiants. Hein. Et par contre, à l'IAC, parfois ils travaillent plus, il y a moins de personnes, ils travaillent plus individuellement. Alors, mais moi, j'aime beaucoup travailler en groupe. Toujours, j'ai travaillé en groupe. Toujours, dans ma vie, toujours. Et toujours, nous avons été capables de créer une synergie pour dire, nous voulons dire ça, non, d'une certaine façon. Mais ça a besoin d'une chose, hein, qui est la complicité. Si tu n'as pas la complicité, c'est difficile. Alors, moi, avec Elodie, avec Montpellier, j'ai la complicité. Non, je vous le dis sincèrement, j'ai la complicité avec la ville. J'aime cette ville. J'arrive ici, waouh, je suis content. Et non, je le dis sincèrement, et avec les gens que je connais, alors, les étudiants, je leur dis toujours, tâchez de vous mettre en complicité. Quelqu'un est plus bon en parlant, l'autre est plus bon en dessinant, l'autre est un, mais vous devez avoir entre vous une certaine feeling. Si vous êtes des ennemis internes, c'est fini, non? Alors il n'y a pas cette capacité de travailler en créativité, parce que la créativité, et vous l'avez dit aussi, hein, comme ingénieur, c'est synergie. C'est synergie, finalement. La créativité, c'est une synergie innovative, qui veut foncer, qui veut projeter, non? Projeter, non? Et pour dire, hier, je l'ai dit, pour finir, c'est vrai, nous sommes architectes, moi je voulais être architecte depuis petit, le projet, l'idée de projet est là, toujours est là, par cette capacité de synthétiser les informations, les transformer, les reconvertir, ça, ingénieurs, géographes, géologues sont capables de le faire très bien. Normalement, les gens qui travaillent avec l'espace ou avec le territoire, encore mieux que d'autres. Hein. La capacité de les convertir en une vision spatiale, qui soit une vision synthétique, mais qui parle de tout cela scientifique, mais en leur donnant une dimension, disons, plus visuelle, si vous voulez, plus perceptible, ça, c'est notre force. Voilà, pour finir, il y a une grande discussion à l'IAC, et eux, ils sont un peu contre cette vision. Parce qu'ils disent, les gens plus jeunes, et c'est intéressant, hein, moi j'apprends beaucoup, qu'en le futur, il ne sera pas une vision, mais plusieurs scénarios de plusieurs visions, parce que l'intelligence ne donnera pas une réponse et stratégie et tal, mais plusieurs possibilités liées à une certaine cohérence interne de pensée, mais qui s'ouvrent à certaines visions. En tout cas, les architectes, nous aurons la capacité de travailler avec plusieurs scénarios qui répondent à plusieurs réponses de synthèse. Non? Et j'espère que nous ne perdrons pas cette capacité. Donc. Bon, merci beaucoup en tout cas. Donc, merci à vous. Bravo.